C'est un virage à 180 degrés, une sortie qui aura pris tout le monde de court alors que l'homme avait annoncé la fin de son ambition de gouverner pour 2020 et œuvrait pour la création du RHDP. Tout ceci pourrait être remis en cause. Alassane Dramane Ouattara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré qu'il n'excluait pas un troisième mandat. La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire, a déclaré le président dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Il avait pourtant toujours écarté, enfin jusqu'à maintenant, cette possibilité. Le changement de constitution en 2016 lui permet-il effectivement de briguer 2 autres mandats? À cette question, l'opposition répond avec véhémence par la négative. L'idée d'un troisième mandat, le chef de l'État actuel le sait, est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable en Côte d'Ivoire. Propos du président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, le professeur Georges Armand. Oui, que cache cette sortie du chef de l'État ivoirien? La course à la succession prend-elle du plomb dans l'aile? Quelle doit être la position du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, grand allié du RDR, et qui avait déjà annoncé qu'il enverrait un candidat à cette même échéance électorale? Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, ne court-il pas le risque de voler en éclats? Enfin, quelle position pour les potentiels candidats qui pilulent ça et là au sein de la majorité présidentielle? Côte d'Ivoire, possibilité d'un troisième mandat pour le président Ouattara, de quoi siffler la fin de la guerre de succession. C'est le thème retenu pour ce numéro de Angle de Vue, votre émission consacrée à l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le plateau consacré à cette émission, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, Joseph Arigny, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes directeur de publication du quotidien béninois L'Humanité. Face à vous, Patrick Abompouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Alors, messieurs, alors que tout était mis en branle pour connaître d'ici quelques mois le résolu pour porter le titre de dauphin, c'est une annonce qui prend tout le monde de court. Joseph Arigny. Oui, enfin, ça dépend de la position qu'on occupe. Moi, sincèrement, la position d'Alassane Dramane Ouattara à travers ce grand interview qu'il a accordé à Jeune Afrique ne me surprend pas. Depuis la tentative, depuis la révision de la Constitution, je savais qu'à quelques mois ou à quelques jours des futures élections en Côte d'Ivoire, Alassane surprendra tout le monde. Et tel qu'on le connaît, ceux qui ont l'habitude de frotter avec Alassane ne me démentiront pas. C'est un homme pragmatique, c'est un homme qui a un grand amour pour la Côte d'Ivoire, c'est un homme qui estime que seul il peut développer la Côte d'Ivoire, alors que nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Décider aujourd'hui de revenir à la tête de la gouvernance ivoirienne, redevenir chef d'État en Côte d'Ivoire au profit d'une révision de la Constitution, pour moi, c'est trop demandé aux Ivoiriens. Alassane a fait ce qu'il peut. Je suis presque certain que, en son fort intérieur, il a fait ce qu'il peut pour la Côte d'Ivoire. Il doit maintenant peut-être laisser la Côte d'Ivoire pour la jeunesse. Voilà. Patrick Abompouillon, est-ce que vous êtes surpris par cette communication présidentielle? Parce que c'est quand même un virage ou une volte-face, si on peut l'appeler ainsi. Parce que l'homme n'avait pratiquement jamais dit qu'il serait candidat à un autre mandat. Il avait rassuré tout le monde que 2020, c'était l'échéance pour son départ du pouvoir. J'ai dit plusieurs fois sur ce plateau que je suis un admirateur d'Alassane Ouattara. Mais je crois que la dernière chose qu'Alassane Ouattara doit faire pour que je ne cesse d'être son admirateur, il vient de faire. Parce que franchement, je vous dis, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues parce que si des intellectuels de ce rang, des financiers de ce rang, des techniciens de ce rang font de la politique de bas étage comme ça, vous comprendrez que ça vraiment, il y a de quoi être dégoûté de la façon dont les gens font la politique. Et le plus grave, c'est que cette décision n'aura pas d'influence ou de conséquences seulement en Côte d'Ivoire. Vous allez voir que beaucoup de chefs d'État africains vont commencer par prétester de ce que Alassane a fait pour commencer par avoir des ambitions et des velléités. Je voudrais, vous voyez, le président Issoufou du Niger, un homme que je ne connais pas,
autant qu'Alassane Ouattara. Un homme que je n'admirais pas autant qu'Alassane Ouattara se passe ce matin comme donneur de leçons à Alassane Ouattara en disant « Je ne suis pas un tripatouilleur des constitutions pour pouvoir... » Vous voyez, pour quelqu'un qui est admirateur d'Alassane Ouattara et qui entend le président Issoufou dire ça, c'est une déception. Et je crois que je ne peux pas trouver d'explication. Lorsque le président Alassane dit que c'est pour la paix en Côte d'Ivoire, je crois que son départ aurait été plus pour la paix. Parce que quand on a été président pendant près de 8 ans et qu'on n'a pas réussi à sortir la Côte d'Ivoire de la crise, ce n'est pas après un 3e mandat qu'on va sortir la Côte d'Ivoire de la crise. Aujourd'hui, tous les symptômes de la crise sont toujours là. Nous avons toujours des clivages, nous avons toujours la tension militaire, la tension ceci, et le président estime que c'est lui, le technicien, qui ne connaît pas grand-chose dans l'organisation militaire, qui ne connaît pas grand-chose dans la sécurité, c'est lui qui doit faire la paix en Côte d'Ivoire. Vraiment, moi, je suis tombé des nuits, je ne comprends rien et je ne sais pas quel stratège tombé sur le crâne est en train de conseiller cette stratégie de bas étage. Je suis vraiment déçu par rapport à cette décision. Patrick Ogamon-Pouillon, il faudrait peut-être recentrer le débat. Le président n'a pas dit qu'il est candidat à un 3e mandat. Il dit que, en 2020, il verrait la possibilité ou non de briguer un autre mandat. La précision est importante, Patrick Ogamon-Pouillon. Joseph Arigny, est-ce que légalement, aujourd'hui, selon vous, sur la base de la Constitution 2016, le président Alassane Ouattara est peut-être candidat à un autre mandat? Bon, j'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de lire la Constitution ivoirienne dans toute sa dimension. Mais je suis presque certain que, en revisant cette Constitution-là, qui avait déjà clarifié les choses au niveau de l'article 21, si Alassane dit aujourd'hui qu'en 2020, qu'il a la possibilité d'être candidat, alors qu'il avait déjà fini ces 2 mandats constitutionnels de 5 x 2, 10 ans, cela veut dire qu'il y a certainement un article qui lui permet de revenir, de connaître un nouveau régime en Côte d'Ivoire. De remettre les compteurs à zéro. Voilà, de remettre les compteurs à zéro. Qui dit donc Nouvelle République, dit tout le monde repart. Nouveau président, c'est-à-dire on change les règles et on repart de nouveau. Voilà. Et là, ça lui donne la possibilité d'être président. Patrick Ogamon-Pouillon, est-ce que là, le problème réel que pose cette sortie n'est pas la parole du chef de l'État qui avait assuré tout le monde de ce qu'il ne serait pas candidat? Cela repose alors la question de savoir sur ce qu'on devrait comprendre dans la parole présidentielle quand un chef d'État dit et après se dédie. C'est pratiquement une communication qui est en train de prospérer sous nos tropiques ces derniers temps. Oui, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne peut pas se dédier. Il ne peut pas prendre ce risque juste pour le plaisir. Alassane nous est en train de vous dire « Je suis candidat aux prochaines élections ». S'il ne l'est pas, au finish, ce ne serait pas parce qu'il ne veut pas. Ce serait parce que les circonstances se sont corsées et l'ont convaincu de ne pas être candidat. Sinon, il est en train de vous dire « Je suis candidat ». Et aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de choses. Parce que vous imaginez, on dit en 2020, il y aura un dauphin. Et personne n'est en train d'être promu. Personne n'est visible. On a envoyé le vice-président au placard, au garage. On a pris... Vous voyez, c'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, moi, je comprends mieux qu'en réalité, le président Alassane n'a pas changé aujourd'hui. Il avait son plan depuis, parce que la révision de la Constitution, que beaucoup sur ce plateau disaient, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas le besoin de réviser par un référendum et tout ça, alors qu'on aurait pu nettoyer seulement les articles d'ivoirité et autres là, et tout ça. Mais je crois qu'il y a un plan minutieusement élaboré par des stratèges de bas étage qui ont préparé tout ça, et nous sommes en train d'aller vers une situation qui vraiment n'est pas honorable pour le président Alassane Ouattara. Voilà, la stabilité, la paix passe avant tout, y compris avant mes principes. C'est la teneur de ces propos. J'ai envie de vous demander, la stabilité de la Côte d'Ivoire, est-ce que cette stabilité-là ne passe pas aussi par l'alternance au sommet de l'État en 2020? Mais véritablement, l'alternance est un élément qui émane même de la démocratie. Pour qu'un pays soit stable, il faudrait que au niveau de la tête de ce pays-là, qu'on ait de l'alternance régulière. Même au niveau de tout organisme, qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Vous voyez, on a l'habitude de dire en philosophie que c'est le frottement qui apporte la vérité, c'est la contradiction qui apporte la vérité. Mais Alassane, après 10 ans, qu'est-ce qu'il peut encore donner pour ce qu'on est en train de voir de la Côte d'Ivoire? C'est vrai que sur les chaînes internationales, on apprend
à travers les statistiques, la Côte d'Ivoire a un taux de croissance de 6%. Mais le taux de croissance de actuellement 6%, 8. Actuellement 8. Le taux de croissance de 8%. Mais le cacao en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça devient? Ce n'est pas la prospérité qu'on connaissait des populations ivoiriennes, des planteurs ivoiriens qu'on connaît aujourd'hui. Vendre son cacao aujourd'hui, c'est la croix et la bannière en Côte d'Ivoire. Le café, la Côte d'Ivoire est dégradée à la 3e place. Vous voyez, le palmier à huile, la Côte d'Ivoire, la concurrence de la Malaisie. Aujourd'hui, les firmes internationales ne veulent plus intégrer l'huile de palme dans le beurre, dans le chocolat, etc., etc. Alors, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Elle gagnerait beaucoup, certes, par rapport aux autres États qui l'entourent. Mais concrètement, à l'intérieur, qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent? Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien en matière de développement. C'est vrai, on a construit des échangeurs, on a construit des routes, on a construit des autoroutes. Mais qu'est-ce que ça donne véritablement à la Côte d'Ivoire? Et si l'alternance doit permettre à ce qu'on change de point de vue, à ce qu'on change de vision, à ce qu'on change d'idéologie pour permettre à la Côte d'Ivoire d'aller à l'émergence que la classe politique actuelle souhaite, pourquoi ne pas le faire? Alassane Dramane Ouattara n'est pas le seul Ivoirien capable ou ayant le phénotype de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Non, il faut faire 40 ans. On sait ce que ça a donné pour n'avoir pas préparé le Tofina. Alassane veut encore faire les mêmes choses qu'on fait et que demain des déçus du régime ivoirien, du régime d'Alassane Dramane Ouattara prennent encore des armes et jettent la population sur les voies, sur les routes, dans les forêts. C'est dommage. Voilà, ce n'est pas ce que nous souhaitons, c'est évident. Le président a longtemps écarté, on le sait, la possibilité, le timing de cette annonce, Patrick Armand-Pouillon. Est-ce que ce timing-là ne devrait pas être lié avec la course à la succession qui, quoi qu'on dise, est en train d'envenimer un peu la situation politique en Côte d'Ivoire? Mais la course à la succession s'explique par le fait que les gens sentaient venir. Mais ils ne sentaient pas venir ça. Ils sentaient venir un candidat du RDR. Ils étaient loin d'imaginer que c'est lui-même qui veut venir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi vous allez voir que les chapelles sont sonnées. Même ceux qui ont parlé, ils ont du mal à être cohérents dans ce qu'ils ont dit. Ils sont sonnés parce qu'ils ont tout prévu sauf ça. Et je voudrais vous dire ceci. Nicéphore Soglo a pris le Bénin dans une situation chaotique. En 12 mois, il a ramené le Bénin du genou debout. En 12 mois. Mais qu'est-ce que Nicéphore Soglo a comme parcours qu'Alassane Ouattara n'a pas? Et on est à 8 ans. Sur le plan sécuritaire, on n'a pas décollé. Sur le plan de la réconciliation, on n'a pas décollé. Catastrophe. Sur le plan de la corruption, on n'a pas décollé. Et on dit, pour qu'il y ait la paix, moi je dois continuer. Et comme il a dit, vous prenez un pays comme le Nigeria, un pays bouillonnant, mais qui a la stabilité à cause de l'alternance. À cause de l'alternance, je crois que le président Ouattara, encore, s'il est possible encore, qu'il sache raison garder et qu'il dise à ses stratèges de bas étage que ce n'est pas cette stratégie que lui, Alassane Ouattara, a épousée, vraiment il pourra retrouver notre admiration. Sinon, franchement, cette situation-là, vraiment, j'ai analysé ça dans tous les sens, j'ai rien compris. J'écoutais ça, je me demandais comme si je rêvais. Donc vraiment, je dis, le président Alassane Ouattara doit comprendre que il faut, parce que le timing, il faut le lire autrement. C'est pour dire, parce que tout se comprend maintenant. Quand il dit, ceux qui ne vont pas rentrer dans le parti unique vont être virés du gouvernement. Donc, ceux qui ne vont pas venir soutenir ma candidature vont être virés du gouvernement. Et ça, au lieu de rassembler, le président Alassane veut diviser encore. Nous avons d'abord les pro-Gbagbo qu'on n'a pas pu gérer encore. On a Guillaume Soro qu'on n'est pas en train de bien gérer. On va avoir le Front PDCI. Vraiment, je ne sais pas si son objectif c'est de diviser, mais j'aurais voulu qu'il soit un président digne de celui dont ils disent qu'ils sont les héritiers, au Félix Houphouët-Boigny, qui avait la vision du rassemblement, la vision de la paix. Voilà. Il y a une autre lecture qu'il faut faire de cette démarche. Si jamais Alassane Dramane Ouattara venait à poser sa candidature, il y a une autre dimension, une autre lecture. L'autre lecture, c'est que de 90 à nos jours, les intellectuels africains ont mené un combat. Les intellectuels africains, les politiciens africains se sont battus pour enterrer le parti unique et faire ressurgir le multipartisme. Le couronnement,
c'est Nelson Mandela à la tête de l'Afrique du Sud. Et donc tous les Africains, je l'ai dit, donc toute l'humanité en est fière. Mandela, après 27 ans de prison, est venu, il a fait un mandat de 5 ans et il est reparti tranquillement dans sa tombe. Aujourd'hui, tous les pays limitrophes dans lesquels on a cultivé le sens de la démocratie, d'abord on a assoit la démocratie, et on a cultivé le sens démocratique dans la jeunesse, dans les politiciens, la nouvelle classe politique. La jeunesse aujourd'hui africaine, aujourd'hui, ne se ressent qu'à travers la démocratie, au point où nous qui étions à cheval entre qui avons connu un peu le parti unique et la démocratie, nous nous disons, mais c'est une bonne chose que de permettre aux gens de parler, de permettre aux gens de se donner la chance de diriger aussi un pays. Mais que Alassane Dramane Ouattara, qui était nos références, qui était une référence, qui est toujours une référence si jamais il ne pose pas sa candidature. Voir Alassane Dramane Ouattara dire qu'il sera candidat après avoir fini ses 2 mandats constitutionnels, c'est grave pour l'Afrique. C'est dangereux pour l'Afrique. Et beaucoup de chefs d'État africains qui sont au pouvoir vont s'éterniser au pouvoir. Regardez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Regardez ce qui se passe en RDC, où un chef d'État peut tuer qui veut. Il n'a de compte à rendre à personne. La communauté internationale se tait et il continue depuis des années. C'est ça. Il n'y a pas de preuve que Laurent Désiré Kabila a tué quelqu'un. Ah ben dis donc, c'est comme si vous ne suivez pas l'actualité internationale. Joseph Kabila, il n'y a pas de preuve qu'il l'ait fait. Bon, il n'y a pas de preuve. Oui. Mais nous savons que ce sont des gens proches de lui. C'est l'armée proche de Joseph Kabila qui tue des militants de Étienne Tshisekedi, paix à son âme, même dans des églises. L'armée qui tue sur des marcheurs, l'armée qui tue sur des militants désignés, indiqués et connus. Les autorités vous diront qu'on avait besoin de sécurité et qu'aucune manifestation n'était autorisée. Nous allons revenir en Côte d'Ivoire, messieurs, avec votre permission. En tout cas, cette attitude de Ouattara ne doit pas faire école dans la sous-région. Voilà, nous devons y veiller. Voilà. Je vais poser la question d'une autre manière. Patrick Armand-Pouillon, le PDCI a déjà assuré qu'il enverrait un candidat pour la présidentielle et qu'il espère le soutien du RHDP, donc du parti unifié ou du RDR, de la famille Ouattara. Est-ce que aujourd'hui ce vœu n'est pas aussi en danger? Parce que on a vu le président Bédié à Daoukro avec tous les artifices. Je veux parler en termes de respectabilité, en termes de communication, en termes de langage corporel. Il a dit clairement que le PDCI aura un candidat pour la présidentielle de 2020. Aujourd'hui, le RDR et son chef, le président de la République, est en train de dire « Je me réserve le droit de décider si je suis candidat ou pas ». Est-ce que cela concourt toujours pour le bien-être du parti unifié que constitue le RHDP? En fait, ce n'est pas seulement le parti unifié qui est en danger. Le président Ouattara dit « Je suis candidat, vous venez à moi pour me soutenir ou vous êtes dehors ». C'est-à-dire qu'il ne veut même pas... Ce qu'il est en train de dire, c'est que le président Ouattara veut tuer le multipartisme. C'est-à-dire qu'il veut mettre tous les géants ensemble dans un parti unifié à ses ordres et tous les autres partis sont petits, donc insignifiants. Et c'est ça qu'il dit. Et je ne suis pas sûr qu'il est conscient de la gravité de l'acte, de l'importance de l'acte. Et comme il l'a dit, c'est un défi lancé à Nelson Mandela. C'est un défi. Parce que, vous savez, les gens pensent que parce que les Européens sont venus nous dire que les morts sont morts là, ils pensent que les morts sont morts. Ils pensent que les Houphouët-Boigny sont morts et c'est fini. Ils pensent que les Nelson Mandela sont morts et c'est fini. Mais je vous assure, ces gars-là ne sont pas morts. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que des chefs d'État c'est-à-dire balaient le sacrifice des Africains, des gens qui ont donné leur sang, donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie. Et tout ça, aujourd'hui, regardez, 3000 morts. 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on balaye tout ça et on dit, bon, moi, je verrai, si ça me plaît, d'être candidat. C'est ma volonté, parce que je vais mettre tout le monde au pas. Non, je crois que, vous voyez,
Quand je parle aujourd'hui, les gens vont dire je suis trop virulent. On dit l'offense est à la hauteur de l'offenseur. C'est quelqu'un, comme il l'a dit, c'est notre leader. Et notre leader ne peut pas faire ça. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Le président doit se ressaisir parce que ça, c'est pas bon du tout, ni pour son image, ni pour le modèle qu'il représente pour l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas les incertitudes quant à la succession du président qui rendent difficile, voire impossible, la création du RHDP? Ben, c'est fort possible, mais dans la vie, on fait un choix. Dans la vie, on fait toujours. Et c'est ça qui fait de nous les hommes que nous sommes. Vous êtes président d'un État. Vous avez gouverné. Vous savez que la Constitution vous donne 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Mais déjà, vers la fin de votre mandat, vous devez préparer quelqu'un pour vous succéder. À défaut, vous essayez de voir dans la classe. On n'a pas de leçons à leur donner. Ils le savent. Alassane le sait. Alassane sait bien que après lui, il y a des gens qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Et s'il arrivait à mourir aujourd'hui, si Alassane mourait aujourd'hui, il n'y aurait plus personne pour diriger la Côte d'Ivoire. Il en aurait. Encore que s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Guillaume Soro. C'est ce que beaucoup de gens oublient. En grande partie grâce à Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'avait pas présenté sa patrie aux armes, s'il n'avait pas pris la décision d'affronter Konan Bédié, Gbagbo Laurent, Gueye Robert, Alassane ne serait pas là aujourd'hui. Donc vous auriez voulu que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire soit préparé ou installé dans le poste de Dauphinat? Mais tout le monde savait, depuis 1999 jusqu'en 2002 à la guerre, tout le monde savait que le dauphin d'Alassane Dramane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Ça, tout le monde le savait. Ce serait hypocrite de ne pas le dire aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui vous a balisé le terrain, quelqu'un qui a affronté, quelqu'un qui a perdu sa maman à des moments très difficiles de sa vie, qui a dirigé des gens plus âgés que lui. Quand Guillaume dirigeait IB, le commando invisible, quand il dirigeait les Tueux-Fosé, les chefs de guerre, les Momo, les Ouattara, etc., quand Guillaume dit, il était tout petit, il venait de sortir de l'université. Quand il a pris le maquis, allait rester des années en exil au Burkina Faso. Il était le plus jeune, le plus petit de tous, mais très intelligent. Et je crois que la bonne porte de sortie d'Alassane Dramane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays stable politiquement, économiquement, je crois que son bon choix, sa reconnaissance, serait de faire en sorte que Guillaume Soro, Kibafouri, soit président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Quel que soit ce qui va se passer. Et c'est ça qui va réconcilier tout le monde parce que Guillaume Soro a fait toutes les chapelles. Il est produit du PDCI, produit du FPI, fils d'Alassane Dramane Ouattara. Donc le couloir lui est balisé. Mais si cela ne se fait pas, les lendemains de la Côte d'Ivoire seront, en tout cas je ne le prédis pas, voilà, mais difficiles. Voilà. Quelle doit être aujourd'hui la position du PDCI, selon vous, Patrick Armand-Pouillon? Ah, je ne sais pas. Ils sont perdus. Quand ils sont perdus, c'est pour dire bouleversés. Oui. Ils sont bouleversés. Je crois que le président Konan Bédié doit être sonné là où il est, même s'il avait déjà des indiscrétions. Je crois que il faut pas aller en affrontement tout de suite. Il faut rediscuter. Le président Bédié peut jouer un rôle de coach. Il peut rediscuter avec Alassane. Il peut amener le président Alassane Ouattara à reconsidérer sa question. Et pas nécessairement pour aller à Guillaume Soro en 2020, parce que aller à Guillaume Soro en 2020, ça fait toujours problème au PDCI, parce que Guillaume Soro n'est pas PDCI. Je crois qu'il a des collaborateurs qui sont PDCI. Hein? Les Kablan Duncan, Kwadwo Oussou, tout ça. Vraiment, je crois que et il faut, en 2020, il faut que nous soyons encore moins dans la main de ces hommes de guerre. Je crois qu'en 2020, passons quand même à autre chose. Et l'autre chose, c'est que, vous savez, le président Alassane Ouattara doit comprendre que la Côte d'Ivoire a besoin d'une autre génération de dirigeants. Un nouveau souffle. 2020 était le moment pour que on n'ait plus Bédié, on n'ait plus Ouattara, on n'ait plus Gbagbo. Même les gens du FPI ont compris que Gbagbo, c'est fini. Que Ouattara aussi, vraiment,
partent en 2020 pour que Gbagbo et Bédié et Ouattara puissent laisser la place à une nouvelle génération de dirigeants pour prendre les choses en Côte d'Ivoire. Passons à une autre génération et faisons une alternance générationnelle en Côte d'Ivoire. C'est très important, c'est très utile aujourd'hui. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, nous n'avons pratiquement pas de pays africain où nous avons un père de la nation. Cette notion de père de la nation est en train de disparaître. Les présidents deviennent des présidents de camp et non des présidents de la nation. Et ça, Ouattara devait chercher à incarner ça à la fin de son règne, au lieu de penser à continuer par diviser encore la Côte d'Ivoire. Voilà. L'idée d'un troisième mandat aujourd'hui du président anticonstitutionnel inacceptable et irréalisable. C'est pour Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la coalition de partis proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Je voudrais votre réaction par rapport déjà à cette sortie officielle qui a le mérite d'être claire. Nous n'entendons pas de cette oreille la possibilité, ni de par la Constitution, ni de par la démocratie et notamment le principe d'alternance, ni de par, je crois, mettre tout en œuvre pour que, aller aux élections soit possible dans les conditions les meilleures. Parce que Ensemble pour la démocratie et la solidarité et la souveraineté demande par exemple le toilettage du fichier électoral, ce qui n'a pas encore été fait en Côte d'Ivoire. Voilà un nombre d'arguments qu'ont mis sur la table les opposants suite à la sortie du président. Oui, les opposants, surtout au FPI. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été pour eux un bon président ou le président de toute la Côte d'Ivoire. C'est le président d'une partie de la Côte d'Ivoire. Donc, dans tous les cas, le FPI ne voudra jamais accepter qu'Alassane remplisse un troisième mandat au nom d'une constitution taillée sur une mesure. Ça, jamais. Et même les deux ailes, la position de la candidature, sinon la supposée candidature d'Alassane Ouattara, réunit les deux ailes du FPI. Qu'on soit de Aboudraman Sangaré, tout à fait, ou qu'on soit de le second là, Maraïsi. Non, pas Maraïsi. Pascal Afing-Guessant. Pascal Afing-Guessant, on s'unit pour combattre cette décision. Donc, dans tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, les lendemains seront houleux en Côte d'Ivoire. Et quand on prend encore, on pense à quelqu'un qui vient et qui est un véritable cacique du PDC RDA, Georges Weah, il faut avoir peur des lendemains. Il faut avoir très peur parce que c'est un monsieur qui est resté pendant 40 ans avec Houphouët. Il connaît la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur Weah, il connaît. Il est un hybride. Ça veut dire qu'il a sa base dans tout le sud de la Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention. Encore que dans le nord, par rapport aux élections précédentes, on n'avait pas encore de candidat dans le nord. Aujourd'hui, Jean-Louis Bié est en train de venir. Il est de Dabakala. Et de Dabakala, vous avez Odine, vous avez Korogo. Et vous avez Guillaume Soro qui est aussi là, qui est de Mankoro. Vous voyez? Donc, des villes, Katuela plutôt, des villes du nord qui votent le sang. Et si Alassane Ouattara, qu'on supposait ou qu'on disait Burkinabé, si Alassane Dramane Ouattara veut encore faire replonger la Côte d'Ivoire dans la gadoue qu'on a connue là, je crois que cela ne nous permettra pas de revenir à la tête de la Côte d'Ivoire. Je reste avec vous pour vous poser cette question. Pensez-vous aujourd'hui que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pourrait s'affranchir du parrainage du chef de l'État et aller en candidature, pourquoi pas, face à son mentor? Pensez-vous que ce schéma est possible aujourd'hui et que Guillaume Kiba-Fory-Soro soit candidat pour l'élection présidentielle de 2020 avec ou sans l'onction du président Alassane Dramane Ouattara? Je peux m'enorgueillir de dire que je connais un peu Soro. Parce que quand j'étais encore à la FESI, à l'université d'Abidjan, Cocody, Guillaume Soro venait suivre nos débats les soirs à l'espace qu'on appelait la douane. Il me connaît très bien. Guillaume Soro est un jeune homme très intelligent. Guillaume Soro sait profiter, c'est un grand opportuniste. Et quand il s'engage pour sa propre cause. Et il a eu la chance d'avoir des moments donnés autour de lui. Ça, ce sont les circonstances qui le lui favorisent. C'est son destin. Si Guillaume Soro se décide de sortir de la tutelle d'Alassane Dramane Ouattara, il a son avenir. Il a son avenir.
Mais s'il reste sous la coupole d'Alassane Dramane Ouattara, je ne le vois pas demain parce que j'ai l'impression qu'Alassane Dramane Ouattara est un assoiffé du pouvoir. C'est un assoiffé du pouvoir. Vos mots sont extrêmement forts. Patrick Amontpoyon, aujourd'hui, est-ce que cette déclaration de EDS qui dit le président doit se résoudre dès maintenant à la mise en place d'une CEU consensuelle pour des élections libres, justes et transparentes, élections auxquelles il ne peut se présenter en 2020, mais qui doivent être le gage d'une alternance démocratique et pacifique dans le pays? Vous répondez quoi à cette posture? Non, c'est-à-dire que cette déclaration-là n'a aucun effet sur Alassane Ouattara. Excusez-moi de le dire, il a du mépris pour cette déclaration-là. Ça ne lui dit rien. Et je suis gêné de voir qu'on parle d'Alassane Ouattara comme ça, mais je crois que c'est lui-même qui s'est mis dans cette posture. Mais je voudrais dire que la situation qu'Alassane est en train de dresser peut être très favorable à Guillaume Soro. Peut être très favorable à Guillaume Soro. Parce que ce qui va se passer aux prochaines élections avec une éventuelle candidature d'Alassane Ouattara, ce serait une multiplication des candidatures et des candidatures de poids. Et donc, avec cette multiplication des candidatures, il y aura certainement un deuxième tour. Et celui qui va se retrouver au deuxième tour risque de récupérer tous les autres contre tout le monde contre le président. Et ça deviendra un référendum anti-Ouattara. Et si Guillaume Soro, dans ce jeu, arrive à être le deuxième... Et à s'affranchir déjà de la tutelle. Oui, il peut s'affranchir, mais avec un timing. Parce que si s'affranchit trop tôt, il aura des ennuis. Il faut qu'il sache quand est-ce qu'il faut s'affranchir et travailler dans ce sens. Je crois que je serai candidat pour être coach de Guillaume Soro. Parce que donner une bonne leçon au président Ouattara aux prochaines élections, en tout cas ça m'intéresserait d'être le coach de Guillaume Soro. Je ne voulais pas Guillaume Soro comme dauphin parce que compte tenu de la stabilité de la Côte d'Ivoire, mais la candidature d'Alassane Ouattara est en train de changer totalement la configuration, les paradigmes, et je crois que là, Guillaume Soro a un rôle à jouer, surtout avec la multiplication de candidatures dont il parle. Ça va effriter les voix et permettre que celui qui est au deuxième tour rentre dans un référendum tout contre Ouattara. En tout cas, j'espère encore que mon leader, Alassane Ouattara, nous écoutera ce soir et ne donnera pas cette opportunité aux enfants de lui fouetter les fesses aux prochaines élections présidentielles. Voilà, dans le schéma actuel, messieurs, le président Ouattara, possible candidat, quel serait le sort de tous les potentiels candidats au RDR? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a le ministre de la Défense actuel de Côte d'Ivoire, qui est pressenti, Bakayoko Ahmed, qui est pressenti. L'homme a réussi brillamment au ministère de l'Intérieur, il a été parachuté à la Défense. Visiblement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Il y a l'actuel Premier ministre qui est en train d'être formé aussi, qui a pris du poids, notamment au RDR, Amadou Bon Coulibaly. Il y a un certain nombre de cadres RDR qui étaient en train de s'étoffer pour aspirer à remplacer le père de la nation. Aujourd'hui, quel avenir vous leur prédisez? Quelle doit être leur stratégie? Non, tant qu'Alassane Dramane Ouattara va penser qu'il est bon, il est un bon cheval pour faire la course, tous ceux-là vont se taire. Aucun d'entre eux ne pourra affronter Alassane Dramane Ouattara. Tant en matière de poids économique, de poids financier, en matière de charisme, personne d'entre eux ne peut affronter Alassane Dramane Ouattara. La preuve, c'est que Amadou Gon Coulibaly a été pendant longtemps le porte-parole, secrétaire général du RDR. Pendant longtemps, jusqu'à ce que Alassane ne sorte de la clandestinité. Ahmed Bakayoko, lui aussi, était un très proche journaliste, directeur de publication du journal Le Patriote, journaliste et puis politicien, et puis après, très proche collaborateur d'Alassane Dramane Ouattara. Mais ils ont laissé le boulot, ils ont préparé le terrain à Alassane Dramane Ouattara. Donc seul Alassane peut choisir celui qui va le succéder. Et si Alassane doit choisir... Et d'ailleurs, cette position d'Alassane aujourd'hui, qu'on lui prête ou qu'il se déclare, règle un problème au sein du RDR. Ça règle le problème du Dauphinat aussi. Parce que Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko ne s'entendent pas, ne s'aiment pas. Il faut avoir le courage de le dire. La crise, tout ce que subit le Guillaume Soro aujourd'hui, en partie, Ahmed Bakayoko en est pour quelque chose. Mais quand il a été question de combattre les autres pour qu'Alassane arrive, mais Ahmed Bakayoko était où? On ne le voyait pas, on ne l'a pas vu. Il n'était qu'un simple journaliste. Alors, je crois que cette décision d'Alassane, c'est vrai,
nous ne la partageons pas, parce qu'en Afrique, on a dépassé ce niveau-là de la réflexion. Aujourd'hui, nous voulons que des régimes démocratiques s'installent à la tête de nos États en Afrique. Nous estimons que seule la démocratie peut permettre aux gens d'exprimer leur liberté, d'exprimer leur opinion et de permettre un développement. Pendant longtemps, on a fait l'Afrique. Pratiquement tous les pays africains se sont accrochés au parti unique. Parce que dans les années 60, on a pensé que il y avait beaucoup de langues dans les États, donc il fallait fédérer les ethnies pour pouvoir avoir un développement bien tracé. Mais 40 ans après, 50 ans après, nous avons estimé que le Parti unique n'était plus favorable. Même celui qui est le concepteur du Parti unique des États africains, Edem Kodjo, a reconnu que ce n'est plus la peine que nous revenons au Parti unique. Mais certains chefs d'État veulent nous faire revenir. Et notre Alassane Dramane Ouattara, que nous aimons, notre ado, que nous aimons, parce que c'est un spécialiste de la finance. C'est le monsieur qui a donné les belles lettres de noblesse à l'Afrique au plan international, au FMI, à la Banque mondiale. Ce n'est pas ce gentleman-là qui va revenir aujourd'hui faire reculer l'Afrique de 40 ans, 50 ans en arrière. Non. Qu'il règle le problème du Dauphinat. À défaut, qu'il règle son entente, son union, RDR, PDCI, qu'on voit au RHDP, que le RHDP dégage un candidat. Parce que ceux qui sont PDCI ne sont pas bêtes. C'est des gens très intelligents. C'est des professeurs d'université. C'est des gens qui ont passé 40, 50 ans de politique, de militantisme au PDCI, qui lui ont permis d'être président aussi et de renouveler son mandat. Qui ont notamment pu taire leur velléité d'aspirer aux fonctions présidentielles. Donc c'est l'occasion pour lui aujourd'hui de dire, grand frère Henri Konan Bédié, vous m'avez aidé, j'ai dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'à ce niveau. J'estime aujourd'hui que dans le RHDP, nous pouvons dégager quelqu'un pour que cette paix-là qu'il a tenté, ce rassemblement qu'il a tenté, dans l'esprit d'Oufo-Boigny, que ce rassemblement revienne en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens se retrouvent toujours autour du PDCI. Je vous assure, en Côte d'Ivoire, en toute honnêteté, il n'y a qu'une petite partie de la Côte d'Ivoire qui se reconnaît à travers le FPI ou autre parti. Mais tout le reste de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI RDA. C'est le PDCI qui a formé tous les cadres ivoiriens jusqu'à ce jour. Donc cet esprit d'Oufoué, cette vision d'Oufoué de faire de la Côte d'Ivoire un melting pot africain doit demeurer. Parce que si les lendemains de la Côte d'Ivoire deviennent encore houleux, je ne sais pas où, Burkinabé, Maliens, Sénégalais, je ne sais pas où les ressortissants de la CEDEAO. Tout le monde a des problèmes aujourd'hui. Tout le monde a des problèmes dans la sous-région. Patrick Amopoyon, aujourd'hui, le problème au PDCI semble être aussi une guerre, une bataille rangée, parce que il y a des cadres PDCI qui sont ministres dans le gouvernement, il y a des cadres PDCI qui sont vice-présidents de Côte d'Ivoire. On a l'impression aujourd'hui qu'au sein même du PDCI, il y a une partie qui est restée fidèle au président Henri Konan Bédié et il y a une autre partie qui est en train de vouloir s'affranchir de cette tutelle-là et de demander à rejoindre, pourquoi pas le RDR ou pourquoi pas à aller à la création du RHDP, ce que visiblement Henri Konan Bédié n'est pas pressé de faire ou de donner son sceau à cela avant la présidentielle de 2020. Oui, au fait, il faut dire que la logique du président Bédié, elle est comprise maintenant. C'est-à-dire que si nous allons à un HDP qui est totalement dans les mains de Ouattara, il n'a aucun avantage à aller dans ça. Or, c'est ce que Alassane lui propose. Un RHDP dont il tient les bourses, dont il tient tout. Autrement dit, laisse-moi te faire un coup d'État propre. C'est ce qu'il est en train de proposer au président Bédié. Et là, il ne peut pas accepter. Mais je voudrais dire aux Ivoiriens, que ce soit au PDCI, que ce soit à Guillaume Soro et autres, que ce qui se passe aujourd'hui peut se régler dans la paix, dans les stratégies électorales. Donc que personne ne pense à prendre les armes ou à faire quoi que ce soit. La situation aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, s'ils veulent même donner une bonne leçon au président Ouattara, ça peut se passer dans les urnes, même si cette commission électorale est là. Aujourd'hui, si les Ivoiriens, on arrive à leur parler et à les mobiliser pour dire non, dans un référendum contre le président Alassane Ouattara, même quel que soit ce qui va se passer, le président va faire. Donc vraiment,
personne ne pense à la violence, même pas de marche, non, qu'on laisse marche et tout, mais qu'on prépare des stratégies pour contrecarrer ça et pas de violence vraiment dans cette situation. Voilà, au PDCI aujourd'hui, que de Jean-Luc Billon, qui a récemment perdu son poste de porte-parole adjoint du parti, on a l'impression que même le président Bédié est en train de faire un toilettage ou peut-être d'écarter ceux qui n'ont pas forcément envie de suivre ses consignes à la lettre. Oui, c'est une attitude propre au PDCI. Le PDCI, c'est un parti très conservateur. Et le PDCI est dirigé par une ethnie de la Côte d'Ivoire, les Baoulés. Un pays baoulé, dont je suis d'adoption, un pays baoulé. Quand le chef parle, tout le monde se tait. Quand le père de famille a parlé, tout le monde se tait. Or, en démocratie, quand papa a parlé, ou que le ministre a parlé, on peut le remettre en cause, peut-être avec la manière. C'est ce que nous vivons au PDCI. Henri Konan Bédié estime qu'il a hérité du PDCI, du président Félix Houphouët-Boigny, et qu'il devra diriger le PDCI comme le dirigeait le président Félix Houphouët-Boigny. Or, les jeunes du PDCI aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas connu Fouet, n'ont pas véritablement connu Fouet, je le précise. Des gens comme Jean-Louis Billon, Kakabé Bertin, Kouadio Konan Bertin, et bien d'autres n'ont pas véritablement connu Fouet. Donc cette tradition de respecter le chef, ils ne l'ont pas connu. Eux, c'est des produits purs de la démocratie. C'est le produit pur de la période démocratique. Par conséquent, ils peuvent remettre en cause le chef, quitte à faire cavalier seul. Et c'est la position aujourd'hui de Jean-Louis Billon. Peu importe. D'abord, il a les ambitions de sa politique. Ambitions de sa politique. Il est riche. Considéré comme l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, oui, officiellement. Oui. Il a des relations dans pratiquement toutes les familles parce que ses frères épousaient des femmes de tous les... C'est une famille extrêmement riche et extrêmement riche, implantée en Côte d'Ivoire, un peu partout, du sud jusqu'au nord. Donc, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut lui empêcher. C'est un Ivoirien pur sang. Donc, il faut lui permettre de briguer. Il peut aller échouer. Il reviendra. Mais dans tous les cas, il a l'ambition d'être président un jour de la Côte d'Ivoire. Et Jean-Louis Billon, j'ai eu la chance de connaître ce monsieur quand il était à la tête de la Chambre de commerce d'industrie de la Côte d'Ivoire. C'est un grand travailleur. C'est un grand travailleur. Un bosseur, véritablement. Et je crois que, comme le dit mon ami, mon frère d'à côté, il faudrait que la Côte d'Ivoire fasse ça mieux. Il faudrait qu'on fasse confiance à la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse aujourd'hui qui rêve d'un pays émergent, d'un pays développé. La Côte d'Ivoire a tout pour être un pays développé. Elle a tout. La Côte d'Ivoire a tout pour devenir comme l'Afrique du Sud. Peut-être même plus que le Nigeria. C'est la locomotive, on le dit, de la sous-région, de la CEDEAO. Mais permettre à la jeunesse, cette jeunesse intellectuelle, cette jeunesse formée dans les universités, dans les grandes universités du monde, permettre à cette jeunesse-là de changer cette vision conservatrice, traditionnaliste de gérer la Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'on fasse ce bond qualitatif dans le temps en Côte d'Ivoire. Voilà. Le bureau politique du PDCI RDA a annoncé une réunion pour le 17 de ce mois. Patrick Armand-Pouillon, on risque d'avoir la position officielle du parti lors de cette sortie, vous pensez? Oui. Oui, ils ont intérêt à soit décider de ne pas y aller au RHDP, soit décider d'y aller, soit ne pas parler. Et s'ils ne parlent pas, ça veut dire qu'ils ne veulent pas y aller. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas y aller, mais ils estiment que le temps ne permet pas de le dire. Ou d'affronter directement. Ou d'affronter directement tout de suite le président. Et je crois que, vous vous rappelez sur ce plateau, je vous avais dit que le président Bédié finira par mettre de l'ordre par rapport à ceux qui étaient en train de parler à travers tout ça. Il est toujours le président à bord. Et je crois que là, ça va être un congrès houleux, où les différents camps vont se prononcer, mais je crois que véritablement nous avons la possibilité d'avoir un jeu démocratique assez ouvert en Côte d'Ivoire. Si tout le monde se dit, on va régler ça dans les urnes. Voilà, vous êtes Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Joseph Arigny, vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien L'Humanité, un quotidien qui paraît au Bénin. Messieurs, merci d'avoir été là. Côte d'Ivoire, possibilité d'un troisième mandat pour le président Alassane Dramane Ouattara. De quoi siffler la fin de la guerre de succession. La question vous était posée, vos avis ont été clairs, constructifs pour la plupart. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. On vous revient très bientôt sur Sika. Merci de nous rester fidèles.
Non, ça, je te dis, le jeu de